Donc McFly, c'est le produit service que j'ai développé à partir de 2011 au sein de la société iWish que j'avais créée, seul au départ, qui était donc une plateforme de vidéo marketing à destination des PME, TPE, commerçants, pour permettre de créer de courtes publicités vidéo de moins de 30 secondes en moins de 5 minutes. Voilà, donc pouvoir bénéficier de l'impact, on va pouvoir y revenir après, mais de l'impact que peut représenter la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Internet en règle générale, sur YouTube, sur la dynamisation d'un site Internet et comment véhiculer aussi de façon performante un message publicitaire. Donc moi je m'appelle Charles Juel, j'ai 36 ans aujourd'hui, donc j'étais fondateur de McFly. Je suis de formation commerciale à la base, technico-commerciale. J'ai travaillé depuis une quinzaine d'années pour des sociétés comme Page Jaune, pour une société que j'avais créée avec un ami à 22 ans seulement, où on faisait studio pré-presse, où on faisait de la création graphique, et on proposait des services d'imprimerie pour tout ce qui était principalement événementiel, flyers, cartes de visite, etc. Donc j'ai très rapidement apprécié travailler sur les aspects marketing et création média, j'ai toujours aimé ça. Et au travers des différentes expériences que j'ai pu avoir, dans les années 2005 à 2008, la transition notamment des petites entreprises, que je pouvais aller voir notamment avec Page Jaune, vers Internet, qui était pour eux évidemment attractif, mais totalement flou, totalement abstrait. J'ai analysé un peu tout ce qu'on pouvait leur proposer et me suis dit que la vidéo, avec la naissance de YouTube en 2008, était véritablement un média d'avenir, parce qu'au même titre que la publicité à la télévision a toujours été le Graal du marketing, sur Internet, c'était évident que ça allait prendre un gros essor, avec plusieurs écueils difficiles à fabriquer, etc., etc. Donc McFly est né de ce projet-là, permettre aux PME, TPE de diriger des campagnes de publicité vidéo impactantes sur Internet. Parce que 80% des internautes préfèrent regarder une vidéo que de lire un message, a fortiori quand il s'agit d'un message publicitaire, on n'a pas envie de faire tellement d'efforts, donc la vidéo transmet ce message de façon plus percutante. YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche après Google. L'impact des vidéos sur Facebook est déjà et encore les chiffres sont certainement plus importants maintenant, mais depuis que la vidéo est intégrée au fil d'actualité de Facebook, c'est au moins 2 fois plus important l'impact d'une vidéo et le taux de consultation, de lecture, qu'un post normal avec du texte ou des images. Le vidéo marketing, donc c'est un marché qui est assez vaste, hein. Il n'inclut pas uniquement la création des vidéos bien sûr, mais surtout la diffusion. Mais le vidéo marketing sur Internet représentera en 2017 autour de 20 milliards de dollars. Encore une fois, les chiffres sont un petit peu anciens, donc c'est possible qu'ils soient encore plus élevés aujourd'hui. Et 30 à 40% des dépenses web marketing globales. Alors aussi parce que c'est un petit peu plus cher, mais surtout parce que c'est ce qui est le plus performant. Ça peut pas être, dans le cadre d'un plan marketing, d'une stratégie web, la seule chose, mais c'est quand même quelque chose de très important. Donc McFly avait pour ambition de permettre aux petites entreprises qui n'ont pas les moyens ou l'envie de faire appel à des agences, à des créatifs, de pouvoir quand même bénéficier à leur niveau de l'efficacité de la vidéo en pouvant créer rapidement une vidéo et la diffuser. On souhaitait donc avec l'outil qu'on a développé rendre la vidéo interactive, efficace, responsive, c'est des termes qui peuvent être un peu voilà. Mais le but était véritablement d'avoir un média publicitaire plus qu'une simple vidéo, comme on pourrait la tourner avec un téléphone, une GoPro, etc. Et d'avoir une vraie publicité interactive. Pour ça, on a souhaité proposer une plateforme logicielle accessible par Internet qui permettait de créer et de finalement un peu monétiser ces vidéos, en tout cas les utiliser dans une ambition marketing, et encore une fois très simplement, pour jouer sur la fidélisation et la prospection. On avait développé un outil d'emailing vidéo, donc on pouvait créer des vidéos et on pouvait aussi importer des listes de destinataires pour pouvoir envoyer des campagnes d'emailing à l'intérieur desquelles la vidéo se lisait automatiquement.
Voilà, donc ça avait un impact très, très, très fort. On avait ambitionné également de pouvoir permettre à nos clients d'acheter de l'espace publicitaire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en pay-per-view. Donc McFly, qu'est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que c'était? Il s'agissait donc d'un éditeur de publicité HTML5 to vidéo, c'est-à-dire qu'on avait innové sur la partie format. On ne créait pas de simples fichiers MP4 qui sont finalement des conteneurs inertes à l'intérieur desquels on ne peut pas interagir, mais un véritable format HTML5 à l'intérieur duquel du code HTML était lu comme une vidéo et restait totalement interactif. Donc ça, on était les seuls à le proposer. Grâce à notre éditeur, on avait donc nos clients avaient accès à un catalogue qui était d'environ 120 modèles d'animation, des templates qui étaient personnalisables, à un script de publicité de moins de 30 secondes maximum pour pouvoir être impactant, et un éditeur WYSIWYG. Donc WYSIWYG, c'est what you see is what you get. On fait des modifications dans la vidéo et finalement on voit ce qu'on fait. On ne fait pas du code, on fait quelque chose qui nous parle. Voilà, globalement, vous n'écrivez pas une équation, vous allez prendre une image, vous allez l'agrandir et vous allez voir ce que ça va donner. Donc la création était simplifiée même pour les novices et amateurs. On avait ajouté un serveur de conversion pour quand même réaliser les formats nécessaires à la publication, notamment dans les emails, donc MP4, WebM et GIF animé, donc quand on ne pouvait pas lire la vidéo directement dans un email. C'était une animation d'images qui se succèdent les unes après les autres et qui faisait penser à une vidéo, mais finalement n'était pas une. Et donc on avait développé un player, un lecteur de ces vidéos qui permettait automatiquement de choisir en fonction du navigateur et de la façon dont on accédait à la vidéo, quel format allait être joué. Les outils marketing, j'en parlais, alors la publication sur Facebook, Twitter, Google+, un player de flux HTML5 qu'on pouvait intégrer sur son site internet. Donc on faisait une vidéo, on pouvait aller mettre un petit bout de code sur sa page internet et avoir le lecteur de vidéo interactive d'afficher. Et on faisait du routage d'emailing vidéo, donc on était interfacé avec l'API logiciel d'un fournisseur américain d'emailing, SendGrid. Et donc on proposait jusqu'à 100 000 destinataires de créer des campagnes de publicité emailing avec la vidéo en cœur du message et d'avoir, comme on peut le faire partout ailleurs, des statistiques sur les nombres de clics, le nombre d'ouvertures, etc. On proposait également la publication sur YouTube. Dailymotion et Vimeo, c'était une ambition, on n'a pas eu le temps de le faire. Et voilà, globalement, pour tout ce qui était partie technique, qu'est-ce que faisait McFly et comment on l'utilisait. Donc j'ai une petite vidéo ici qui a été capturée avant que les serveurs soient arrêtés et qui montre un peu à quoi ressemblait McFly. Donc je vais la laisser tourner derrière nous. Peut-être tu vois d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc McFly, je l'ai créé en 2011. Je l'ai créé seul. Je ne suis pas technicien. J'avais cette idée, alors pas forcément l'idée de tout ce que je vous ai montré là, mais j'avais l'idée du produit final et un petit peu de ce qu'allait être le marché, de ce qu'on allait pouvoir proposer. J'ai mis du temps à créer une première version que j'ai financée de mes fonds propres, une première version qui était à l'époque en Flash, donc qui était peu performante, mais qui m'a permis finalement 1 an et demi après d'aller trouver des fonds et d'aller trouver un associé qui finalement lui était technicien, qui était un ingénieur développeur dans les domaines qui nous concernaient. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, c'est le cas de le dire, c'est le cas de beaucoup de sociétés de start-up où on a un service qui est nouveau, on doit trouver la façon de le vendre, on doit trouver la façon, avant cela, de développer le logiciel et le service. Et au final, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et surtout, on n'a pas forcément les clés, on ne sait pas qui aller voir, on ne sait pas comment se faire aider, on a besoin de se faire aider. En 2013, j'ai rencontré la BPI. La BPI, notamment Emmanuel Cordel, que je remercie, a tout de suite cru au projet. Il m'a dit
il y a quelque chose à faire. Alors pas dans la version actuelle, il faut aller plus loin, il faut aborder les nouvelles technologies dont on a parlé tout à l'heure, HTML5, il faut travailler sur l'emailing vidéo, c'est une bonne idée, c'est une bonne piste, et il faut surtout structurer un peu techniquement la société et surtout pas rester tout seul. Donc en rencontrant mes associés, Manati, une société dijonnaise qui fait du développement informatique, on a planché avec une première enveloppe que nous a fournie la BPI sur un POC, donc un preuve de concept, avant de pouvoir aller derrière chercher d'autres financements. Ce qu'on a réussi à faire, puisque in fine, sur les 5 ans qu'a duré le projet, on a réussi à lever, financer entre la BPI, le Conseil régional de Bourgogne, le Conseil départemental, Réseau Entreprendre, tout un tas de gens qui ont pu nous aider, nous financer, et la banque aussi, soutenue par la BPI, on a levé au total près de 500 000 euros. Donc c'est un projet qui était finalement conséquent. J'y reviendrai après. Le problème, c'est que ces 500 000 euros, ils ont été acquis et dépensés sur une période qui est assez longue, et finalement, ils auraient peut-être été moins gaspillés si on avait pris moins de temps. Donc le McFly s'est arrêté fin 2015, donc fin 2015, janvier 2016, par faute d'actifs, parce qu'il y avait des emprunts à rembourser et parce que malheureusement il n'y avait pas encore assez de clients. Les dernières étapes que j'ai menées étaient de chercher des fonds privés, parce qu'on avait peu finalement, de l'investissement en France, même un petit peu à l'étranger, aux États-Unis, avec quelques contacts. C'est loin d'être évident, mais si le marché était un marché porteur, si le produit était intéressant et arrivait finalement à convaincre qu'on avait des assets et qu'on pouvait faire des choses intéressantes, encore une fois, c'est le timing. Entreprise trop ancienne, trop de passifs, trop de dettes, et voilà. Time to market, time to market, time to market. On n'était pas dans les clous et on s'est planté pour ça. Alors pas que pour ça, mais en l'occurrence beaucoup pour ça. Donc ce que je voudrais un petit peu aborder, c'est justement ce sujet de dire quand on veut créer une société, une start-up avec un service ambitieux qui nécessite de l'argent, il faut, dès le départ, finalement, voir grand. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de me dire, je vais commencer tout seul. J'ai mis 10 000 euros, j'ai emprunté 12 000 euros à la Banque Populaire. Et avec cette petite enveloppe, je dis, je vais créer une première chose, je vais aller voir des gens qui, finalement, sont des prestataires de services. On va faire quelque chose dans notre coin, et puis si ça marche, on avancera petit à petit. Avancer petit à petit, c'est une solution qui est viable dans des sociétés, j'allais dire, de type plus historique, une petite PME, une petite entreprise industrielle, choses comme ça. Le mot start-up, ça veut dire démarrer en haut. Et donc il n'y a pas photo, c'est l'argent qui permet de faire ça. Et quand on n'a pas d'argent, on avance lentement, on peut potentiellement se faire rattraper par les concurrents, on fait des mauvais choix, on va choisir comme si on allait faire son marché avec finalement pas assez d'argent, on va prendre des mauvais produits, on aimerait bien en prendre d'autres, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'argent. Et là, c'est pareil. Et donc, finalement, on va se retrouver à faire des choses qui ne sont pas aussi performantes que ce qu'on voulait, et on va convaincre moins de monde, et puis c'est finalement l'engrenage, et on a toutes les chances de se planter. Un projet d'ambition, lorsque l'on veut, comme nous, c'était le cas, vendre des produits peu chers, une offre de service sous forme d'abonnement, avec un panier moyen aux alentours de 50-60 euros par mois, il faut vendre beaucoup. Sur Internet, pour vendre beaucoup, quand on est un pure player, quand on ne vend que des produits sur Internet, eh bien, il faut beaucoup de notoriété, beaucoup de visibilité, et ça coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher. Et encore une fois, il faut de l'argent. Donc il faut de l'argent pour se créer, se développer, avoir rapidement un produit démontrable et vendable, time to market, arriver à être sur son marché face à ses clients le plus rapidement possible. Et il faut ensuite de l'argent pour vendre son produit et arriver à une rentabilité, en tout cas, si tu as une profitabilité, en tout cas, à du chiffre d'affaires, à de la production rapidement. Donc c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire quand on est jeune entrepreneur. Alors c'est pas forcément lié à l'âge, c'est plus lié au projet, mais a fortiori quand c'est lié à l'âge. Se dire qu'on a la capacité, moi j'avais 31 ans quand j'ai créé la société, j'étais pas non plus, j'avais pas 20 ans,
mais a fortiori, je pense que quand on a 20 ans, 25 ans, qu'on a une bonne idée, se dire, il faut que... est-ce que je vais réussir à convaincre? Est-ce que je vais réussir à... Si on est convaincu soi, et qu'on a réussi à convaincre 3 personnes autour de soi que le projet était bon, il faut y aller. Et si on y va, on va pas à la guerre avec une arbalète. Aujourd'hui, ça c'est pas possible. Donc, on y va avec un char d'assaut. Et même s'il coûte cher, il faut aller chercher l'argent pour le payer. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est une expérience qui est géniale. Créer une entreprise, c'est super. Moi, j'ai eu jusqu'à 3 salariés, des gens qui étaient investis, qui étaient là tous les jours pour m'aider, me soutenir, m'épauler. C'est pas facile tous les jours, mais on était passionnés, on faisait des choses qui, voilà, et on avait vraiment envie, changer le monde, je sais pas, mais en tout cas de vraiment faire avancer les choses et créer des choses jolies. En plus, on était dans le design, voilà. C'est un projet super, mais ça peut aussi être dangereux. Il faut, à titre personnel, au niveau de son entourage, de sa famille, etc., ça peut être compliqué. Donc il faut faire les choses intelligemment, il faut se faire conseiller, se faire aider. Moi, s'il y a une chose que je retiens, c'est le soutien qu'on peut trouver lorsqu'on est entrepreneur. On est seul, finalement, c'est sûr, mais on est quand même soutenu, épaulé. Moi, je remercie par exemple le réseau Entreprendre, qui m'a soutenu très rapidement, qui finalement est un réseau d'entrepreneurs qui va permettre d'aider aux startups qui vont dénicher, les aider à avancer dans le bon sens en mettant à disposition éventuellement des fonds, mais surtout l'expérience des entrepreneurs qui constituent l'association, avec un parrain qui est là, qui vous soutient, que vous pouvez appeler quand ça ne va pas, même la nuit, s'il y a un problème. Et vous avez un club d'entrepreneurs, vous avez des intervenants qui sont des gens expérimentés, et vous êtes un club d'entrepreneurs qui est dans la même situation. Il y a des repreneurs, il y a des créateurs, il y a des gens qui sont dans l'industrie, dans la distribution, dans des startups complètement innovantes, voire des fois farfelues, mais c'est comme ça qu'on échange et c'est génial. Et c'est ça en fait qui est hyper important, c'est d'échanger. Donc ici, c'est ce que tu veux faire avec Numog, Christophe. C'est moi ce que j'ai trouvé aussi à Auxerre, et j'ai au départ surtout trouvé du soutien à Dijon. On est en Bourgogne, il y a beaucoup de choses qui sont centralisées à Dijon. Alors on est en Bourgogne-Franche-Comté maintenant. J'ai aussi été à Besançon pour trouver des financements. Mais j'ai trouvé assez tard à Auxerre des gens qui m'ont soutenu. Je pense à Ion Développement, je pense à Ion Active, et je pense à la CCI. Il y a quelqu'un à Auxerre qui se bouge, c'est Emeric de Halande, qui veut faire plein de choses. Et moi, voilà, on nous a, ces gens-là nous ont soutenus, et c'est important de se dire on n'est pas tout seul, quoi. Voilà. Donc allez dans les associations, allez voir les missions locales, allez voir, parler de votre projet. Faut pas avoir peur d'en parler, c'est pas parce que vous en parlez qu'on va vous le piquer. Mais parlez de votre projet, faites-vous soutenir, montez-vous en compétences, en apprenant des choses, en disant je sais pas, expliquez-moi. On ne sait pas forcément faire de la comptabilité, on ne sait pas forcément faire de la gestion, on ne sait pas forcément faire des ressources humaines quand on a besoin, mais on apprend, et on apprend surtout quand on se dit je vais apprendre des autres. Donc l'échange, c'est quelque chose qui était pour moi très important. Aujourd'hui, la société, elle n'existe plus. Moi, j'ai retrouvé du travail rapidement grâce à Réseau Entreprendre. Aujourd'hui, je suis business et marketing développeur chez Atoll Conseil et Développement à Gevrey-Chambertin. Jean-Philippe Porchereau, le directeur général, était mon parrain à Réseau Entreprendre. Et donc on a échangé pendant 2 ans régulièrement. Atoll, c'est 75 personnes aujourd'hui, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup de travail, mais il trouvait le temps. On ne se voyait pas tous les jours, on ne s'appelait pas tous les jours, aussi parce que je suis quand même assez indépendant, mais quand j'avais besoin, il était là, et il était une bonne oreille, une bonne écoute, et puis quand ça n'a pas été, je ne sais pas que c'est le cas dans tous les cas comme ça, mais comme on avait eu un bon contact et que l'entreprise développait qui avait besoin de profils comme le mien, il m'a proposé un job. Et ça fait maintenant 4 mois, plus de 4 mois que j'y suis, et je suis super content. Donc voilà, c'est une très bonne expérience créer une entreprise, alors notamment start-up dans le domaine de l'IT, des services sur Internet, etc. Parce que c'est en pleine ébullition, il y a plein de gens qui aimeraient comprendre, etc. Et quand on est dedans, finalement, c'est là où on apprend le plus. Et même si on se plante, parce qu'on se plante,
ça arrive pas tout le monde, il y en a qui réussissent du premier coup. Globalement, la plupart sont quand même plantés souvent avant, hein, et c'est pas grave. Les Américains, no pain, no gain. En France, c'est un petit peu vu différemment. Mais c'est pas grave de se planter, et on arrive à rebondir derrière. Voilà. J'ai reçu un mail de Réseau Entreprendre là, quelqu'un qui était dans la même situation que moi, à Bordeaux, une société, je ne sais plus le nom d'ailleurs, pardon. Ça n'a pas fonctionné. Et ben, il a retrouvé du boulot tout de suite comme business développeur aussi comme moi, parce qu'on apprend des choses qui finalement derrière, les entreprises qui sont peut-être un petit peu plus traditionnelles, vont être valorisées et valorisantes. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet, allez-y, faut pas rêver son projet non plus, il faut partir sur des bases saines, et puis voilà, s'il y a les 3 points qui sont importants selon moi, c'est croire en son projet à partir du moment où il mérite qu'on y croit. Si c'est le cas, il faut y aller, foncer. Prévoir un planning, un time to market extrêmement ambitieux. Même si on n'y arrive pas, il faut être super ambitieux. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'argent très vite. On en a besoin dès les premières semaines, dès les premiers mois. On a besoin en fonction du projet, on a besoin peut-être de 50 000, de 100 000 euros. On peut les trouver en France, il y a de l'aide à l'innovation, à la création d'entreprises, ça bouge quand même. Il y a des incubateurs, il y a tout un tas de solutions qui permettent d'avancer vite. Il faut y aller. Et derrière, viser en termes de financement aussi rapidement, passer les tours de table, j'allais dire, sur les aides qu'on peut avoir, le public, les soutiens bancaires qu'on peut trouver, et très rapidement. Parce que si on a un projet ambitieux, aujourd'hui, il faut de l'argent. Et l'argent, on le trouve pour les investisseurs, des fonds d'investissement dans le privé. Moi, j'ai passé 1 an à avoir des fonds d'investissement, à pitcher régulièrement. Faut pas attendre comme je l'ai fait. Voilà. On attend, on est cramé, on dit c'est bien votre truc, franchement, super. Vous êtes motivé, vous croyez en votre truc, vous le maîtrisez bien, il y a un marché, mais il fallait venir il y a 2 ans. Et ça, quand le temps, s'il y a quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, c'est le temps. Une fois que ça a pris trop de temps, qu'on est trop loin, voilà, c'est non. Donc voilà, mon expérience telle que moi je l'ai vécue, je la vis bien. Finalement, je me suis planté, c'était pas le but recherché, mais voilà, qui sait, peut-être que je recréerai d'autres choses après. En tous les cas, aujourd'hui, ce que j'ai fait me sert tous les jours. Donc, merci à tous ceux qui m'ont aidé, et si je peux échanger et aider, avec plaisir. Voilà. Peut-être que vous avez des questions ou... Alors en fait, l'idée de départ était... moi je faisais du flyer. Et l'idée c'était de faire un flyer animé, quelque chose qui bouge. Mais qui soit un peu comme un flyer. Pour moi, je trouve qu'on a... En tout cas, sur tout ce qui est commerce, événementiel, etc., on n'a jamais rien inventé de mieux comme média qu'un flyer. Ça coûte pas cher à faire. Ça peut permettre de valoriser l'image d'une entreprise, même quand elle n'en a pas à valoriser. On va faire un beau flyer, alors que peut-être on a un tout petit bureau, on est tout seul chez soi. Et on va transmettre finalement, graphiquement, de l'information essentielle sur un tout petit bout de papier qui se lit vite. Le principe de la vidéo, c'était le même. C'est de dire, on doit valoriser l'image d'un produit, d'une entreprise, d'un service, grâce au graphisme. Ça doit pas être cher, ça doit être rapide à mettre en place, et ça doit transmettre en 30 secondes, comme un flyer qui est finalement un petit bout de papier, des informations importantes. Et donc McFly, parce que finalement... McFly avec un seul Y, c'était pris par un vendeur de billets d'avion aux États-Unis. Et McFly parce que le film, parce que Retour vers le futur, et parce que c'était Marty McFly, il faut réfléchir quoi. Parce que l'idée de prendre un impact, est-ce que le fait que ça s'appelle McFly, du coup ça perturbe un peu les gens de pas savoir à quoi s'attendre quand on voit McFly, on pense pas du tout à... Alors ce qui était assez drôle, moi je me suis dit, McFly écrit comme ça, j'ai pris McDonald's écrit comme ça, les gens, pas de problème à dire McDonald's quoi. Et beaucoup de gens me disaient MC Fly ou MC Fly. Alors c'est drôle parce que je leur disais, mais McDo, je sais pas, MacGyver pour les plus anciens.
Voilà, Mac, quoi. Mais, bon, alors, effectivement, Mac, ça s'écrit MAC. Bon, mais ça faisait un peu plus sympa comme ça. Mais oui, après, le nom, c'est tout un tas de choses comme ça sur lesquelles on se dit, bah, est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que, voilà. Ah, j'avais fait un brainstorming avec moi-même, parce qu'au début, j'étais tout seul, donc je m'étais challengé pas mal, mais... Ouais. Voilà, il y a ça, voilà. Alors par contre, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé ça, créer designer des logos en fait. Alors je sais pas si le logo était beau, je sais pas s'il était... Enfin, moi je sais pas, je sors pas d'une école de marketeur ou de design, donc c'est possible qu'il y ait des lacunes, mais en tout cas j'ai toujours aimé faire ça, je l'ai fait pour pas mal de boîtes, de gens que je connaissais, etc. Et donc c'est quasiment la première étape, pour moi c'était ça, j'ai du mal à travailler sur un projet quand je sais pas lui donner un nom. C'est pas toujours le cas, il y a des gens qui sont... J'ai travaillé avec mes associés, c'était vraiment des purs tech. Le nom, le truc, c'est pour eux, c'est ce qu'il y a sous le moteur qui les intéresse, quoi. C'est pas, à la limite, même la carrosserie, ils s'en foutent, quoi. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Et parce que voilà, c'est ce que j'apprends aussi maintenant dans mon boulot, c'est que il y a l'aspect fonctionnel et l'aspect technique. Les deux peuvent pas marcher de façon dissociée, mais il y a quand même un certain ordre à respecter. Il faut avoir une idée des fonctionnalités, ensuite on doit trouver comment les réaliser techniquement, et ensuite on doit aller dans les charges fonctionnelles, comment on va faire ci, comment on va faire ça, voilà, papa, maman, les enfants, etc. Mais c'est vrai que moi j'avais pris le truc uniquement par le fonctionnel en me disant moi je veux faire ça, j'aimerais que ça fasse ci, et puis un bouton là, et puis quand il n'y a pas le technicien derrière, quand même on me dit tiens regarde je veux ça, c'est top, c'est super. Ça va prendre combien de temps? Déjà, il faut que tu m'expliques pour ce que ça fait, je ne comprends pas. Et puis, voilà, on ne sait pas comment faire, on sait pas. Mais c'est génial, c'est ça qui est... Enfin, on a tous, mes associés, moi, on a tous perdu de l'argent dans le projet. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'aigreur, même eux, je sais qu'ils sont contents d'avoir bossé là-dessus, parce qu'on a kiffé, quoi. On est parti de rien, on était sur des trucs où les gens nous disaient, ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah, c'est faisable, alors pourquoi pas essayer? Parce que, ouais, aujourd'hui, ça devient quoi? Parce que c'est quand même une belle plateforme qui a été créée, tu vois, mais je veux dire, du coup, c'est un peu dur de dire que tu l'as tout, tu as utilisé des parties, tu as essayé de vendre des produits. Alors, c'est de vendre, dans les derniers mois, j'ai vu des sociétés de taille importante qui potentiellement étaient dans une démarche où ça pouvait les intéresser. C'est pas qu'ils sont venus me voir en me disant ça m'intéresse, c'est que moi j'ai estimé que dans leur démarche, par rapport aux clients qu'ils avaient, à la situation dans laquelle ils étaient vis-à-vis de la digitalisation de leurs produits ou de leurs services, ça pouvait rentrer dans une offre. Voilà, il y a eu de l'intérêt, mais c'est pas arrivé au bout. Et puis quand on est mal, en règle générale, on n'intéresse plus grand monde. Hein, faut pas rêver. En règle générale, quand on va à la SPA, c'est triste à dire, mais on prend plutôt les animaux plutôt que ceux qui sont malades, quoi. Bon, bah là, c'est un peu le même principe. Non, ça c'est un regret, j'aurais bien aimé pouvoir en faire quelque chose, mais en même temps on n'a pas réussi à le vendre comme il était, donc si on n'a pas réussi à le vendre comme il était, c'est que il aurait fallu refaire différemment, tout casser, ou voilà, donc c'est pas grave, c'est pas... En fait, tu sais aussi pourquoi ça n'a pas vraiment marché, est-ce que ça vient uniquement par le fait de savoir comment utiliser le truc en fait? On a tâtonné beaucoup, on a fait pas mal de versions, on a fait... Il y a une chose aussi, je reviens encore à l'argent, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire que il y a le volume qu'on peut investir, et puis il y a la façon dont on investit. Parce que demain, on peut se retrouver avec 10 millions d'euros, mais si on les gaspille, alors pas forcément dans des broutilles, mais dans la façon dont on va justement investiguer, faire de la recherche et développement, si on y perd du temps, si on part dans tous les sens, on peut vite, même les millions, ça se crame très vite. Nous, on n'en a pas eu, donc on n'a pas eu ce problème-là. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps, donc j'en reviens encore là, l'argent, le temps, essayer trop de trucs et peut-être proposer trop de choses aussi. Faire une plateforme de création vidéo HTML5, c'était déjà super. On aurait dû se contenter de ça. L'emailing, moi je l'avoue, hein, c'était mon bébé. Moi, je voulais faire ce truc-là, l'emailing vidéo. Et on s'est lancé là-dedans et ça nous a bouffé beaucoup de ressources.
parce qu'il a fallu recréer toute une interface, donc toute une IHM avec le retour d'expérience des utilisateurs, des clients, les bugs, les machins, liés à une entreprise qui était à peu près 2000 fois plus grosse que nous, aux États-Unis en plus, donc quand il y avait un problème, voilà, ça marchait plus, nous on n'avait plus que nos yeux pour pleurer. Et puis on n'avait pas les compétences techniques non plus derrière. On n'a pas. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Ouais. En fait, le problème, c'est ça, ce que je disais, c'est que le fait qu'on ne puisse pas lire des vidéos en natif dans un email, c'est vrai que ça penche, je vais cliquer sur la vidéo pour après voir la vidéo, et ça, c'est peut-être ça fait. C'est pour ça qu'on avait la lecture automatique. Ouais. Donc en fait, tu pouvais choisir ou non. D'envoyer une campagne et quand le mail est ouvert, la vidéo se lance. Tu pouvais choisir ou non que ce soit mute, que le son soit lu ou pas. Ça peut être gênant. Donc ça, c'était à la fin, sur la dernière version, c'était au choix de l'utilisateur, de l'expéditeur de la campagne. Et ensuite, quand il n'y avait pas de vidéo possible, donc uniquement des balises images, donc c'était à peu près dans 35% des cas, on avait du GIF. Donc le GIF, nous on avait optimisé pour qu'il fasse pas plus de 4 MO. Et 4 MO, même en 3G, ça se lit quoi. Voilà. Et on avait comme ambition de pouvoir... on avait plein de trucs faisables là-dedans. Donc le problème c'est que qui dit c'est faisable, qui dit on a envie, on va dépenser du temps. C'est là-dessus, ce que je voulais faire, c'était de permettre d'analyser la bande passante et de dire on va mettre plusieurs niveaux de qualité de GIF. Et on avait réussi à faire des GIFs de 15 MO qui, en 4G, ça faisait juste des vidéos en fait. On était à 17 images secondes, alors que sur 17 images, à partir de 16, on est sur de la fluidité type vidéo quoi. Donc à 17 images secondes, avec seulement 15 MO, pour 30 secondes, c'était bien. Mais par contre, on avait compris comment on pouvait faire pour aller analyser la bande passante à coup sûr, mais c'était du taf, quoi. Donc on l'a pas fait. Et c'est un truc que je me disais, c'était par rapport à... Merde, c'est pas ta question. Moi j'ai une question. Vas-y. Pour recruter, comment ça se passait? Ton équipe, ça s'est passé comment? Les premières personnes, les premiers recrutements, comment tu t'y... Le premier recrutement, c'est Simon, un motion designer, donc nous... J'avais externalisé auprès de mes associés toute la partie dev. Donc on avait toute la direction de projet, c'était mes associés. Ensuite, on avait des développeurs qui étaient outsourcés au Maroc. Donc on avait quelqu'un à plein temps. On a eu jusqu'à 3 à plein temps au Maroc, des développeurs PHP, JavaScript, aussi sur du web. On n'est pas basé sur un framework ou un CMS, donc on a tout fait from scratch, ce qui était aussi une grosse connerie. Ça, on a bouffé du temps, pas possible de pas se baser. On a fait, en gros, on a codé un portail, quoi. Ah ouais, mais on est content, mais. Tu sais combien de centaines d'heures t'as passé là-dessus, sur la partie dev? Milliers d'heures? Ouais, de milliers d'heures, ouais. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas fait le calcul. Puis il y a ce qu'on a facturé, ce qu'on n'a pas facturé, ce qu'on a compté, ce qu'on n'a pas compté. Voilà, c'était beaucoup, ouais. C'était quand même beaucoup. Et donc, pour revenir à ta question sur le recrutement, à Auxerre, pour iWish sur le projet McFly, le premier à être rentré, c'est Simon, notre motion designer. Donc lui, c'était son premier job. Donc ça, j'étais super content. 24 ans quand il est rentré, je crois. Il était diplômé d'une école de design parisienne. Et donc, habitant sur Auxerre, il était persuadé qu'il n'allait rien trouver, qu'il allait devoir repartir sur Paris, parce qu'il ne bottait pas trop, a priori. Et donc, voilà, on s'est super bien entendu au départ, et on a commencé, j'ai pris des bureaux quand j'ai dû recruter, finalement, je ne vais pas le faire travailler chez moi, ce que je faisais avant. Et puis voilà, on a construit notre truc un peu comme ça, tous les deux, pendant 4-5 mois. Et ensuite, après avoir une première... c'est pas une levée de fonds d'ailleurs, c'était du financement public, sur la commercialisation, il y a Christophe qui nous a rejoint, qui était finalement plutôt prévu pour être commercial au début. On a essayé de vendre le produit de pas mal de façons. Première façon dont on avait fait, c'est pour ça que Christophe était rentré. Donc Christophe, lui, il est même âge que moi, il a 3 mois de moins que moi, je crois, dans la même année.
Et donc lui avait un profil de technico-commercial. Il avait vendu des solutions GPS dans une boîte, je me souviens plus le nom, mais à l'aérodrome et tout ça. Donc il était techniquement très intéressé par le truc et aussi par finalement tout ce qui est réseaux sociaux, web marketing, etc. Et c'était un peu l'occasion pour lui de rentrer là et de se former sur le tas, quoi, en mode start-up. Et donc, au début, on a commencé par essayer de faire des campagnes de phoning. Donc, j'avais pris une plateforme de phoning à qui j'avais acheté des listings. Ils dégrossissaient le truc, ils appelaient 1000 personnes par jour et puis ils nous prenaient des rendez-vous. Et derrière, Christophe et moi, on allait se casser les dents au téléphone à essayer de leur faire des démos à distance, à l'ancienne, quoi. Bon, c'est compliqué de prendre de l'engagement à distance sur donnez-moi votre PayPal, votre carte bleue, etc. Et puis, sur des petites entreprises, des petits commerçants, sur un produit ultra nouveau, c'était pas rentable. Voilà, les clients en ont fait, mais c'était vraiment pas rentable. Donc derrière, on s'est vraiment concentré. Finalement, c'était aussi un essai sur comment on peut le vendre. Et là, on s'est dit de toute façon, il n'y a pas photo. On est des pure players, il faut vendre sur Internet. Et l'investissement, il doit se faire sur créer du trafic sur le site, quoi. Voilà. Donc pour ça, quand on n'a pas les fonds au départ, on va faire on va faire des réseaux sociaux, on va faire du AdWords, on a fait pas mal, ouais. On fait pas mal de campagnes de tests un peu pour voir comment ça fonctionnait, et du SEO, optimiser le site à mort. Et donc Christophe s'est plongé là-dedans à fond, et il a appris énormément de choses, il s'est formé, et on a avancé ensemble comme ça, et voilà, c'était pas facile tous les jours, parce que pas toujours les mêmes idées, mais ça avançait bien, et donc je suis très content, parce qu'aujourd'hui il a retrouvé du boulot, il travaille à CCI, il s'occupe justement, il exploite ce qu'il a appris chez iWish, quoi, donc c'était pas pour rien. Donc, et puis, donc on était 4, on avait une apprentie en bac pro, Victoria, qui était multimédia en fait. Donc elle travaillait avec Simon sur la création de médias et animation, etc. Ça c'est le plus gros regret que j'ai eu, parce que finalement quand on dépose le bilan d'une société en France, j'ai réussi à licencier mes salariés sans que ça leur cause de problème, avec un licenciement économique. La pauvre Victoria, elle bossait 3 ans chez nous, et puis elle avait son bac pro à la fin de l'année, et moi j'ai arrêté en janvier. Et puis c'est pour moi je pouvais arrêter son maître de stage, et puis donc je sais pas, j'ai pas de nouvelles, j'espère qu'elle a retrouvé quelque chose, qu'elle peut passer ces examens-là, j'en sais rien, mais bon voilà, c'est pas ça, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est voilà, c'est la vie d'un entrepreneur aussi, c'est de l'humain, quoi, voilà, donc même si voilà, certains disent que les patrons sont tous des êtres humains aussi. Là, pour que ça marche, pour que tout le monde soit heureux, avance dans le même sens. On va porter toute la lumière du monde parce qu'on a fait des peu de bilan. Ah non, du tout. On s'en remet, on va commencer, repartir. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, justement. Ah non, du tout. La première chose que j'ai dit, c'est que moi, c'est américaine, c'est no pain, no gain, on peut pas. Enfin, il y a des gens qui y arrivent du premier coup, et tant mieux, franchement, moi, je leur retire mon chapeau. C'est quand même assez rare, et c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai appris énormément de choses. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pour quelqu'un qui m'a suivi pendant que j'étais entrepreneur. Et quand ça a été pas bien, il m'a dit, bon, écoute, si tu dois déposer le bilan, moi, ça tombe bien, j'ai besoin de gens comme toi. Donc, ce que j'ai appris, en fait, je l'utilise aujourd'hui, et les gens le reconnaissent. Donc, moi, je ne referai pas les choses. Si je pouvais, je ferais quelques petites choses différemment. Mais en tout cas, je recréerai ma boîte, même en sachant que je vais me planter. C'est pas grave. C'est mieux quand on réussit, mais même si on se plante, on apprend des choses, quoi. Donc, non, ça c'est important, et c'est pas assez. Peut-être qu'aujourd'hui on le dit plus dans les écoles de commerce, mais à d'autres niveaux, en France, je pense qu'on a encore du mal à éduquer, à dire tentez des choses, le faites pas aveuglément avec des idées qui sont vouées à l'échec, mais allez-y, quoi, croyez en votre truc, faites-le, puis si vous plantez, c'est pas grave. Et si vous avez 20, 25 ans en plus, c'est encore moins grave. Et en France, on a un peu de mal. Et c'est vrai que les États-Unis, pas que les choses bien aux États-Unis, mais les anglo-saxons en tout cas, voilà, c'est ça. Voilà. Et au moins, t'as essayé, quoi.
Alors qu'il y en a d'autres, ils restent dans leur canapé. Bon, bah, c'est plus ça qu'il faudrait valoriser un peu plus chez nous, quoi. Et c'est ça que je trouve bien dans les espaces de coworking, justement, comme ça, c'est que, comme je disais encore tout à l'heure, on est tout seul quand on commence un projet comme ça, et d'être entouré, de pouvoir se monter le truc, c'est comment dire, hein, mais la motivation, c'est hyper important. Pas si je devrais le dire là, on est filmé, mais c'est comme la drague. Moi, j'ai toujours dit que j'avais des grands placards, je pouvais ranger les vestes. Pas grave, faut y aller. On fait claquer des portes au nez, mais on s'en fout, quoi. Pas grave. Et justement, c'était comme en up and down, des fois, tu t'es retrouvé vraiment au bord de la déprime, et puis des fois, dès l'instant que tu réussissais à convaincre quelqu'un au début, j'imagine que ça devait être super excitant. Ah bah oui. Bah, le truc, c'est que les ups and downs, surtout quand on cherche des fonds, on est quand même un peu, enfin, quand on cherche des fonds privés, on va avoir des fonds d'investissement, etc. On est souvent face à des gens qui sont pas très expressifs. Hein. Donc, faut déceler quand même le truc, savoir si ça a marché ou pas. Alors moi, je suis du genre à avoir le verre à moitié plein, donc à chaque fois que je sortais, je dis yes. Bon, force est de constater que j'ai pas eu tous les chèques que je voulais, mais en tous les cas, voilà. Par contre, il faut être lucide, il faut voir le qui t'a demandé même. Dire, voilà, j'ai terminé ma présentation. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses où peut-être j'ai mal faites? Voilà. Mais en tous les cas, faut croire en soi et en ce qu'on fait, quoi. Donc, mais oui, les ups and downs, c'est obligatoire, et j'ai envie de dire même moi, les gens toujours heureux, moi, ils m'angoissent. Ils m'angoissent, les gens toujours heureux. Faut pas être toujours flippé non plus. Mais voilà, il faut savoir se réjouir des bons moments, et puis il faut accepter que dans les mauvais, on n'est pas toujours au top, quoi. Après, il y a les amis, la famille. On n'est pas que des machines, quoi. Voilà, pas que des machines, et il faut faire autre chose, quoi. Voilà, c'est pas facile, ça. Tu disais donc tu as arrêté le début d'année, enfin l'année dernière. Ouais. Ça a été quoi à quelle période tu te dis bon je vais arrêter? Ben déjà, grâce au réseau Entreprendre, hein, je savais qu'il fallait que je prenne la décision, mais elle n'est pas facile à prendre. Et donc, on s'est réunis avec Laure qui me suit au réseau, avec Jean-Philippe qui était à l'époque mon parrain, et dit bon, il y a une piste dans le tuyau pour essayer de faire racheter la société. Moi, j'ai dit je veux pas être dans les radars tant que j'ai la possibilité d'avoir. Donc j'ai la possibilité d'essayer de vendre mon projet pour avoir une sortie honorable, parce que dès qu'on est dans les radars, c'est terminé, quoi. Donc licenciement économique, cessation de paiement, etc. Donc à un moment donné, ça s'impose à soi, parce qu'il y a des règles de toute façon. Quand on est en cessation de paiement depuis plus de 30 ou 40 jours, je sais plus, 40 jours, il faut obligé de le faire, sinon après c'est du pénal. Hein. Donc éviter, faute de gestion, c'est emmerdant. Mais voilà, ça s'est un peu imposé à moi. Et après l'été, quand j'ai vu que en septembre la campagne ne partait pas, qu'on a les fonds d'investissement que j'avais vus, j'attendais les réponses, ça marchait pas, qu'avec les contacts aux États-Unis ça avancerait pas sur le projet, que les acheteurs potentiels ça c'était plutôt en octobre. Donc en octobre j'ai lancé, j'avais prévenu mes salariés que de toute façon c'était marche ou crève, hein, dernière ligne droite. Et puis quand il a fallu le faire, voilà. Mais après, finalement, bizarrement, on est un peu soulagé aussi. Ouais, parce que c'est là où on est le plus mal, c'est que voilà, on n'ose pas dire à la personne avec qui on vit, à ses employés, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on essaye de faire, sachant que de toute façon, on est là où, à un moment, on est convaincu que ça ne marchera pas, quoi. Mais on dit encore à tout le monde, non, ça va marcher. Alors, en fait, ouais, t'es tout seul dans ton lit le soir, tu te dis, si je savais, quoi. Et bon, au bout d'un moment, voilà. Enfin, faut être transparent, faut être transparent, quoi. Mais après, voilà, c'est pas évident, mais c'est quand on a la conscience tranquille, je veux dire, quand on n'a pas fait de mauvaises choses, on est toujours responsable. Mais on n'est pas seul responsable, et puis il n'y a pas le moment où, enfin, voilà, ça fait partie du truc, quoi. D'ailleurs, même les entreprises qui fonctionnent bien,
enfin qui sont ou qui perdurent. Elles ont des dindes. Être obligé de licencier, comme je sais pas, on a 50 personnes, être obligé d'en licencier 10 parce que on a perdu des marchés, parce que ça marche moins bien. Être obligé de mettre les gens au chômage technique, tout ça. Moi, j'en connais des gens qui ont été obligés de faire ça. Ouais. Pas gay, quoi. Parce qu'il faut pas croire, c'est pas. On n'arrive pas le matin en disant bon, les gars, vous faites vos bagages, je n'ai plus envie de vous voir. Pas trop comme ça que ça marche, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais été voir une entreprise, donc à la fin, c'est pour faire revendre le projet. Les gens disent que c'est trop tard, c'est trop tard, mais par contre, je ne comprends pas pourquoi, du coup, un projet qui est fini, tout est développé, tu as tout est fait, mais les gens disent que c'est trop tard. Alors, en fait, le c'est trop tard, il peut venir d'un fonds d'investissement qui veut dire la structure financière de l'entreprise, elle n'est pas récupérable, il y a trop de dettes, il y a trop de passifs. Il y a en plus une image de la société qui fait que ça fait 5 ans qu'elle essaye de développer et de vendre un produit qu'elle n'y arrive pas. C'est un peu du feeling, hein, très honnêtement. L'investissement dans une start-up, ils le savent. Ils savent qu'ils vont se planter, qu'ils vont réussir des fois. Mais dès qu'il y a des signaux d'alerte un peu qui passent au rouge, les risques, ils n'en prennent plus. Hein. Si tout est au vert, c'est là où ils vont se dire on prend un risque, on prend pas un risque. Mais quand il y a des zones d'alerte, ils en ont tellement des projets que. Voilà. Et pour une entreprise qui potentiellement pourrait être intéressée par racheter une techno, peut-être se faire la même réflexion en se disant ils n'ont pas réussi à le vendre. Alors nous, on est plus gros, on a plus d'expérience, mais quand même, ils n'ont pas réussi à le vendre, quoi. Et puis, quand c'est une grosse société, tu vas voir un chef de projet qui te dit ça c'est intéressant, mais il faut que j'aille le vendre, moi, à ma direction. Et moi, je suis pas là pour lui vendre le truc. Et l'autre, il se dit comment je vais faire passer qu'ils n'ont pas réussi à le vendre. Et les gens qui croyaient pas à Facebook quand il y avait 1 milliard d'utilisateurs, quoi. Donc, oui, comment ils vont faire pour gagner de l'argent? Et voilà, quoi. Donc, c'est ça. Vous savez. Donc, a fortiori, quand ça marche pas comme ça marche pas, voilà. Quand il n'y a pas de clients, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de. Ou pas assez, pas beaucoup, ou très peu, forcément. C'est pour ça qu'il faut très rapidement, time to market, il faut avoir des utilisateurs, il faut essayer de vendre, faut déjà avoir des utilisateurs, quitte à offrir l'accès à un maximum de gens, c'est que du bénéfique. Après, si c'est pour avoir 3 millions d'utilisateurs et puis qu'il faut mettre les serveurs derrière, à un moment donné, c'est compliqué. Mais par contre, nous, à notre échelle, si on avait été dans la rue distribuer nos produits, là, on aurait été donné des accès à tout un tas de gens. On a essayé un peu de le faire, mais c'est pas pris comme il fallait. Mais ça aurait été mieux d'avoir 1000 utilisateurs gratuits et puis qui nous fassent des retours. On aurait, ça c'est des fonds d'investissement early stage, ils regardent ça. Ils disent ok, t'as pas de chiffre, tu vends pas, mais par contre t'as des utilisateurs et t'as une communauté, et t'interagis avec eux, ils disent tiens ça marche, ça marche pas. Donc potentiellement il y a un intérêt. Parce que même si c'est gratuit, si l'utilisateur il prend le temps, c'est qu'il y a son intérêt, quoi. Alors pour le faire, il en a rien à faire, si ça l'intéresse pas, même gratuit, si tu lui donnes de l'argent, là, ok. Mais par contre ça n'a pas trop de valeur, quoi. Du coup, c'est un peu comme la famille, quoi. Ça n'a pas trop de valeur comme utilisateur. Bon. Mais ça c'est vrai, c'est dans nos projets, dans le logiciel, c'est hyper important, quoi. La preuve par l'exemple, quoi. Si jamais tu avais réussi à avoir, par exemple, le dernier paquet d'argent, tu aurais fait quoi avec cet argent? Tu veux vraiment essayer de dire, c'est d'argent? Ce que j'ai cherché à obtenir pendant 1 an, parce que c'est pareil, au début on me dit, peut-être que là je pourrais essayer de récupérer 200, alors je vais aller demander 200. Et finalement, en allant chercher, en discutant avec des gens, des conseils, enlever de fonds, les gens c'est le métier, il faut pas aller chercher des sommes pharaoniques qui ne soient pas justifiables. Mais il vaut mieux être ambitieux et aller chercher, vise les étoiles, avec un peu de chance, tu atteindras la Lune, quoi. Et donc là, c'était carrément 1 million d'euros. Parce qu'avec 1 million d'euros, on faisait quoi? On faisait un plan market. On terminait rapidement le développement des
Alors, il y avait plusieurs possibilités de développement fonctionnel pour vraiment que ça touche la clientèle voulue et que ça soit vendable. Il y avait plusieurs propositions de business model aussi, parce qu'on n'était pas encore sûr de comment le vendre, à quel prix, faire quel package, etc. On avait une proposition de valeur, mais moi j'étais le premier à dire, elle est peut-être pas bonne, parce qu'on la vend pas. Donc l'idée était de trouver des investisseurs qui soient, entre guillemets, participatifs, quoi. Parce qu'ils ont leur expérience, s'ils sont dans le web, dans l'IT, dans les startups, ils ont des retours d'expérience. Et donc, il y en a certains que j'avais rencontrés et qui étaient... je pensais qu'ils étaient intéressés avec cette envie de pouvoir dire, t'as un bon truc au début, mais ça, il faut qu'on le revoie, le business model, il est pas bon. Et moi, j'étais ouvert à ça. C'était... Et voilà. Et l'argent derrière, c'était... On avait sorti la version américaine du site, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver. C'est pas la version américaine, c'est pas vrai. C'est la version anglaise. Mais je dis américaine parce que la vente en dollars. Parce que c'est plus simple, plutôt que d'avoir beaucoup de monnaie, d'avoir l'euro pour la zone euro, et puis l'US dollar pour le reste du monde. Donc c'est ce qu'on avait choisi de faire. On aurait peut-être changé si on avait eu les fonds nécessaires. Mais déjà d'avoir possibilité de vendre worldwide, quoi. Parce que on va chercher 1 million d'euros pour essayer de vendre en France, en fonds d'investissement... À 40 € le panier moyen, vous allez en trouver combien des clients? Même même francophone, je veux dire. Donc du coup, l'idée était de pouvoir... Il y a un marché, il y a des concurrents aux États-Unis qui font des choses, mais qui font des choses différemment. On aurait pu se rapprocher de ce qu'ils faisaient sur certains plans, on aurait pu assurer notre différenciation technologique, innovante, un peu plus, et puis une fois que tout ça c'était prêt, que ça marchait, que ça tournait comme il faut, market. Et aujourd'hui, c'est un produit qui existe Alors, sur le marché? des solutions de création de publicité vidéo, il y en a, des boîtes françaises, des boîtes américaines, d'autres, même coréennes, sud-coréenne. C'est rassurant. Tiens, ça c'est un exemple. Boîte sud-coréenne. Ils misent sur le design. Ils font des trucs super jolis. C'est discutable sur la façon dont ça fonctionne, mais créer des publicités vidéo avec vraiment plein de belles images, etc. Et par contre, un outil qui est... on peut pas faire grand-chose avec. Il est très simple, mais on peut pas faire grand-chose avec. Le résultat, elles sont très belles, mais elles se ressemblent toutes, quoi. On peut pas vraiment modifier. Et donc ils montent ça à Séoul avec quand même je crois 200 000 $. Et ils font une preuve de concept et là ils ouvrent un bureau à San Francisco. Ils traversent le Pacifique. Et ils arrivent là-haut, ils lèvent 3 millions $. Et aujourd'hui ils ont refait un nouveau tour de table et ils ont relevé 2 millions, je crois. Voilà. Alors ils ont avancé, moi je regarde de temps en temps, je pense qu'on n'aurait pas été ridicule avec les fonds nécessaires, avec... Alors, se battre contre des gars qui ont levé 5 millions, si on n'en a pas ne serait-ce qu'un cinquième, c'est même pas la peine, quoi. Enfin, si je décide demain d'aller concurrencer Renault, je ne vais pas aller fabriquer une caisse à savon dans mon garage, quoi. Voilà. Donc avec un niveau proportionnellement suffisant pour pouvoir aller sur leur marché avec notre proposition de valeur, il y avait quelque chose à faire, ouais, carrément. Voilà. Mais pour ça nécessitait pas que de l'argent, il fallait aussi être entouré. Voilà. C'est ça aussi il y a un chef d'entreprise que je connais, qui était un ami de ma famille, qui a eu jusqu'à 250-300 personnes, qui me dit une fois, je suis devenu un bon chef d'entreprise quand j'ai compris que j'ai accepté qu'il fallait que je délègue. Là, à mon niveau, c'était pas déléguer, fallait absolument admettre que on n'a pas la science infuse et qu'il fallait chercher l'information, la bonne information où elle est, quoi. Et ça, c'est pas évident. On a son orgueil, on a des idées, on veut les défendre, mais surtout quand ça dure un peu, puis que là, faut pas hésiter, faut dire bon, j'y arrive pas dans cette configuration-là, je sais pas faire, qui sait faire, je vais le voir, je vais en voir plusieurs, je compare ce qu'on me dit, et puis voilà, ça c'est un peu le résultat de l'expérience que j'ai vécue, quoi.
des investisseurs privés en Bourgogne-Franche-Comté, des business angels, t'en as rencontré beaucoup. Surtout si tu es Alors, intéressé par l'IT et ouais. Business Angel, c'est un vrai débat quand même. c'est pour ça que je te pose des Mais pas qu'en Bourgogne, hein. En Ile-de-France. Le principe du Business Angels en France, il est logique par rapport à la fiscalité, hein. Les Business Angels en France, la plupart, en dehors de Paris, sont des gens qui ont réussi dans l'industrie, des entrepreneurs souvent qui ont réussi une première expérience, mais qui souvent, du coup, ont, allègrement passé la cinquantaine. Parce qu'avant, on n'a pas les fonds, fiscalité, famille, etc. Voilà. Et donc, ce sont souvent des gens qui ont des schémas d'entreprise qui sont anciens, qui ont du mal à comprendre le principe de la start-up et de dire, moi, on m'a fait la réflexion, vous me dites, mais votre business plan, là, comment vous pouvez arriver à faire autant si on met beaucoup, on peut potentiellement gagner beaucoup. On peut aussi se planter, hein, mais c'est un peu le jeu, quoi. Mais on rencontre souvent des gens qui ne comprennent pas techniquement, n'aiment pas ne pas comprendre, ont peur de ne pas comprendre, mais veulent quand même y aller. Parce qu'ils se disent, bon, les années 2015, 2020, l'argent, il est là, quoi. Donc moi, je veux bien faire de l'argent, mais ça m'inquiète, quoi, ça m'angoisse. Parce que de l'industrie, je peux aller regarder les bilans, je peux lui donner des contacts pour qu'il achète mieux, pour qu'il produise plus vite, pour qu'il vende, qu'il expédie. Non, là, c'est un peu différent. C'est virtuel, et puis surtout, la plupart des acteurs en France, ils n'y comprennent rien. Donc, ils savent qu'ils vont mettre de l'argent, mais ils vont pas pouvoir, en dehors de l'aspect économique, comptable, etc., tout le reste, ils vont rien comprendre. Parce que même sur la façon de vendre, si on est des pure players, qu'on est vraiment des choses sur le principe des applications, enfin, je veux dire, Blablacar, aujourd'hui, en étant très honnête, quelle personne, a fortiori de plus de 50 ans, qui aurait eu de l'argent à investir, à titre particulier, se serait dit, oh, c'est génial, ils vont faire des milliards avec ça. Qui ? Personne. Alors oui, quand on est plus jeune et qu'aujourd'hui, plus jeune, moi encore j'ai 36 ans, c'est plus vraiment la génération après, 20 ans, quoi. Eux, ils savent, c'est tout, voilà. Et eux, ils n'ont pas d'argent. Ça se saurait, quoi. Voilà. Donc, l'adéquation, la mise en relation entre les deux, voilà. elle est compliquée. Donc, faut passer par Paris. Sauf que, parce que sur Paris, des gens qui investissent dans ce domaine, même à titre personnel particulier, ou des groupements type Angels, etc., ils font plus que ça. C'est terminé. Les Asiatiques ont leur mode de financement. Chaque groupe a son mode de financement. Les business angels, etc., c'est de l'IT, quoi. C'est clair. Donc, il y en a qui se sont spécialisés, qui se font conseiller, qui montent des bureaux, et ils ont des fonds qui sont abondés aussi de façon importante. Donc, ils ont les équipes nécessaires pour l'étude de projet, voilà. Et puis, ils montent en compétences. Ils se penchent sur le sujet. Et ils vont regarder de façon intelligente ce qui se fait ailleurs. Mais à Paris, ils sont débordés. Voilà. Alors, encore une fois, par exemple, moi j'avais rencontré par le biais de la CCI quelqu'un qui est installé dans Lyon et qui fait partie d'un accélérateur d'entreprise qui est 50 Partners, qui est à Paris. J'ai tenté d'y rentrer. Les premiers contacts étaient très bons, mais une des raisons, pas la seule, j'en suis conscient, mais une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fait, c'est encore une fois que l'entreprise était trop vieille. Elle avait déjà plus de 3 ans à l'époque, 3 ans et demi. Et donc, encore une raison de plus pour... voilà. Mais on peut faire des choses dans nos régions, mais le financement, c'est encore... Alors, il y a des financements sur vraiment la partie création, développement et innovation. Après, tout le monde ne fait pas d'innovation, et aujourd'hui, a fortiori, c'est devenu compliqué de se prévaloir de l'innovation, hein, quand même. Voilà, il y a qui serre les boulons quelque part. Donc il ne faut pas forcément à tout prix chercher à se mettre dans les cases, quoi.
On a un produit, il n'est pas innovant, mais il y a d'autres moyens de se le financer, quoi. Donc ça, on peut le faire en région. Blablacar, ce serait pas installé à Dijon, encore moins en Auxerre, quoi. À un moment donné, il faut trouver les ressources. Il vaut mieux trouver des bonnes ressources. Donc, ils existent, mais ils ne sont pas trop dans nos régions. Il n'y a pas suffisamment de formation. Il n'y a pas suffisamment de formation aussi continue, de gens qui sont au chômage, qui ont du potentiel pour pouvoir s'investir dans ce milieu où il y a du boulot et qui pourraient être formés, faire de la reconversion. On pourrait faire tout un tas de choses, mais le plus gros problème, et d'ailleurs Xavier Niel l'a bien compris en créant l'école 42, quoi, il n'y a pas assez de ressources. Des gens, des développeurs, des web designers, voilà. C'est quand on est utilisateur, en particulier a fortiori, et que on va sur Facebook par exemple, on dit oh dis donc ça a l'air simple, c'est marrant, ça tourne tout seul. Il n'y a pas un petit singe qui pédale derrière. C'est des milliards d'investissements et des centaines, voire des milliers de gens. Il y a, je crois, au Googleplex, ils sont 27 000, je crois. Salariés, 27 000 salariés. Je sais pas, il y a combien d'entreprises en France qui ont 27 000 salariés dans un bâtiment. Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas photo, il faut que ça tourne. Et il faut des gens qui... Alors oui, vu de l'extérieur, on a du mal à comprendre ce qu'ils font. Moi, j'ai arrêté de chercher. Je les écoute, ils me parlent, je comprends rien. Je dis bon, ok. Mais il n'y en a pas assez. Et on valorise pas assez ça non plus. Et peut-être aussi, les profs sont pas assez bien formés au collège, au lycée, pour identifier le truc et dire voilà. J'étais hier sur un salon à Dijon pour Atoll sur on va dire le bâtiment intelligent, smart building. Et il y a un professeur d'une école, je ne saurais plus dire laquelle, mais qui nous envoie régulièrement des stagiaires, Bac plus 5, etc. Et donc en développement. Mais à côté de ça, ils ont des filières bâtiments. Pareil, Master 2, etc. Et il dit, je sais pas, j'ai pas la formation, je sais pas comment intégrer ces nouvelles choses, le smart building, le fait que les bâtiments soient connectés. Il dit, moi, mes étudiants aujourd'hui qui ont 22 ans, il faut qu'ils sachent ça, parce que la vitesse où ça va, c'est pas à la fin de leur carrière qu'on va leur en parler, c'est demain, quoi. Il dit, nous, ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, après, c'est des choix politiques. Il y a les MOOC, il y a tout un tas de choses. Aujourd'hui, on peut se former, mais voilà, après, faut en avoir envie. Mais c'est une bonne idée quand on est au chômage ou qu'on ne sait pas trop quoi faire, si on a la capacité. Enfin, faut pas rêver, tout le monde peut pas être un développeur. Mais si on est nul en maths, c'est compliqué, mais il y a tout un tas de jobs. Oui, voilà. Ousmane, il s'est formé. Oui, voilà, tu t'es formé tout seul. Voilà. Il s'est mis dans le framework, il a bouffé du code, et puis voilà. Après, il faut avoir envie, mais voilà. Je sais pas si tu as vu l'école 42, ils ont une antenne à San Francisco. Ouais. Il y a 15 jours. Ouais, j'ai vu. Ouais. Est-ce que c'est ça? Parce que les tuition fees, le coût des écoles étant tellement prohibitif. C'est énorme. Là, en fait, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Par contre, il a investi un petit peu d'argent. Oui, ouais. Oui, mais c'est la notion de... Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de charity. Ils ne sont pas philanthropes, quoi. Ils le font pas pour rien. Alors nous, en France, on le fait pour les fiscs. Bon, c'est une raison. Hein. Mais eux, ils le font... alors, certains le font pour rendre la société, mais là, dans le contexte-là, c'est... Je sais que je suis Google, je suis Apple, je suis Facebook, je suis Twitter. J'ai besoin constamment de monde, quoi. Et je les trouve pas, où je sais que si je les trouve aujourd'hui, je les trouverai peut-être plus dans 2 ans, dans 3 ans. Et c'est pas à ce moment-là, on dit pénurie de médecins. Merde, peut-être qu'on augmente le numerus clausus. C'est trop tard, les gars. Il faut 10 ans pour former un médecin. Il faut 5 ans minimum pour former un développeur. Donc,
le fait que les entrepreneurs investissent là-dedans en disant bah, c'est gratuit, on vous met des bons profs parce qu'au moins on sait que ce que vous allez apprendre, bah, vous allez être bon derrière. Et c'est le travail communautaire dans toute sa splendeur et c'est la pierre angulaire de l'informatique aujourd'hui et même dans l'humain. Voilà. On apprend ensemble, on échange, on est ouvert, voilà. Ça aussi, quand on est de l'extérieur, on croit qu'un informaticien, c'est un gars qui est dans son écran et qui est tout seul, etc. Julien Ouais, mais... C'est ce que tout le monde me dit quand tu es en informatique, t'as un bon de boisson, t'es ouais, c'est ça. Mais oui. Non, mais alors que c'est énormément d'échanges. Et c'est de l'échange à l'international, quoi. Et je trouve ça génial, quoi. Je comprends. Moi, je suis pas techniquement impliqué dans le truc, mais je le vois. Enfin, nous, on fait quasiment que de l'open source chez Atoll. L'open source, c'est partager les connaissances pour construire de meilleurs logiciels. Voilà. Plus on est de cerveau, plus on est intelligent. Hein. Et justement, la bascule là, vers un job 9 to 5, on va dire, enfin voilà, aux 35 heures, je sais pas combien d'heures tu fais. Non, j'en fais un peu plus. Non, mais je sais que tu fais des heures. Tu filmais en plus, alors je ferais le contraire. Ouais, j'en sais rien. Tu l'as vécu comment, justement, de revenir dans une structure plus... Alors, ce qui est compliqué, c'est moi, maintenant ça va. Une conversation avec Jean-Philippe il n'y a pas longtemps, donc je lui ai dit en plus, donc si jamais il y a de la vidéo, il apprendra rien. Enfin, je lui apprendrai rien. C'est compliqué au début et de se remettre un peu dans ce bas-là. Alors, ce qui était compliqué aussi, c'est que c'est ultra technique ce qu'on fait et que moi, il a fallu que j'absorbe techniquement beaucoup de choses. Mais il y a aussi le fait que quand on a été chef d'entreprise, à un moment donné, on doit avoir un avis et des envies sur un peu tout ce qui constitue l'entreprise, quoi. Alors, voilà. Et tu as des idées surtout. Mais quand tu es salarié, bah, tu peux avoir des idées sur plein de choses. Bon, alors, voilà, moi je suis aussi arrivé avec un poste un peu modulaire. Donc bah, je sais que voilà, je peux essayer de proposer des choses, et je suis d'ailleurs là pour essayer de proposer des choses, qu'on avance, on se développe très rapidement, et que voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais ça, c'est effectivement un peu compliqué finalement de rester à sa place, quoi, ou de plus avoir le même type de place. Par contre, le fait d'être dans une équipe, d'être dans une structure qui est saine, qui avance, etc., avec des bonnes équipes, c'est cool, quoi. On est moins tout seul. Puis c'est challenging aussi, quoi. C'est que quand on est chef d'entreprise, on doit être bon pour soi et pour que sa boîte fonctionne. Et là, on doit être bon pour les autres, pour ses collègues, pour son patron, voilà. Mais par contre, j'aurais eu du mal à aller dans comme j'ai pu le faire. Chez Page Jaune, chez Descours et Cabot, pour qui je travaillais aussi, vraiment des grosses boîtes où on est un peu un numéro, là par contre, j'aurais vraiment... Non. Parce que tu disais qu'ils sont combien, une centaine, là, c'est ça, 80 On est 73, là, ouais. C'est taille humaine. Ah, c'est taille humaine, ouais, complètement, puis c'est familial, enfin, je veux dire, les trois fondateurs sont encore là, il y en a un qui est parti, mais il en reste trois. Et puis voilà, le capital est détenu par les fondateurs et les salariés. Puis c'est une évolution à deux chiffres, hein, donc on est sur des sujets qui marchent. Voilà. Ils n'ont pas participé, il y avait des techs de chez eux qui ont participé à une conférence récente sur Framework, Corner Framework. Oui. On a regardé les vidéos sur donc ça, c'est le Bourgogne numérique, on essaie de suivre un peu l'actualité. Donc Yannick en fait, qui est un de nos directeurs de prod, et qui est très engagé sur l'open source. Il travaille, il y a un projet open source qui s'appelle Oswillow, qui est un projet de Smart City, de développer une plateforme avec des briques open source sur lesquelles les communautés, les entreprises pourraient aller développer des applications connectées, intelligentes, interagissant avec les bâtiments, les objets, etc. Et ça, c'est Yannick est trésorier de l'association qui développe ce truc-là, qui est européen, parce que voilà, un peu comme on disait tout à l'heure, on va pas le faire uniquement de façon
manichéenne, c'est plus parce qu'on sait que derrière, c'est une source de business aussi pour l'avenir. Mais c'est super intéressant de pouvoir travailler pour les collectivités, On disait l'autre fois, justement hier avec je sais plus quelle personne, on parlait de ça, et elle disait le problème en France, surtout dans les collectivités, c'est qu'on prend un peu le problème à l'envers. On commence pas par l'usager. On va pas développer des logiciels ou des applications pour l'usager, mais plus parce que ça va faire des économies, parce que bon, c'est bien. Mais l'usager, et donc là, aux Willow, le projet, c'est de remettre l'usager un peu au cœur du truc. Et en plus, ça permettrait de faire des économies, puisque c'est mutualisé encore une fois. Donc ce qui a été développé au début, ou ce qui continue à développer, peut être utilisé par tout le monde. On participe aussi, donc Yannick travaille beaucoup sur la partie cartographique, on fait beaucoup de SIG de cartographie. Et donc on participe au projet iTunes, qui est un projet donc c'est l'IGN qui est pilote sur le projet, et avec une autre boîte qui fait du SIG comme nous, Auslandia. On participe au déploiement de ce truc-là, qui est un framework de navigation 3D open source. Et l'idée est de dire, vous avez les moteurs 3D, vous avez toute la partie modélisation, IHM, interface, etc. Et vous pouvez venir vous connecter là-dessus, développer vos applicatifs métiers, importer toutes vos données cartographiques, vos nuages de points, etc. Et on peut faire des trucs de fou, c'est monumental. Le potentiel est énorme. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que si on compare à l'évolution technologique et l'innovation il y a 30 ans, où c'était un sujet après l'autre, et là, mais des sujets, si on en veut, il y en a, mais c'est infini, quoi. C'est infini. Donc comme quoi, c'est bien d'aller se plaindre, etc., mais finalement, il y a tellement de choses à faire que, allez-y, faites-les, quoi. Voilà. Je crois qu'on a perdu. On va aller boire un coup, ça va nous réveiller. Des questions, non, c'est bon? Tout le monde est OK? Bon, merci. Bon, merci à merci à vous de m'avoir accueilli, c'est gentil. Merci beaucoup.